Épisode 1. Nous sommes en 1932, une jeune fille appelée Carole est agenouillée sur une table, entourée de livres ouverts de coupures de journaux et de papiers divers. Elle est rejointe par Gustave Saint-Germain, vice-président du Daily Days, et s'excuse pour le désordre, après qu'il l'ait réprimandé. Lorsque Gustave lui demande ce qu'elle a fait, Carole explique qu'elle a cherché plus d'informations sur l'histoire, admettant qu'elle ne peut s'empêcher de penser aux événements étranges qui ont commencé en novembre 1930. Gustave plie une page de journal et lui demande si elle se souvient d'une conversation qu'ils ont eue lors d'un voyage en train. Dans un flashback, on voit Carole dans un train, admirant un arc-en-ciel par la fenêtre de son siège. Gustave est assis en face d'elle, il parle de l'arc-en-ciel et de la façon dont les humains perçoivent les choses. Carole se plaint que le fait de penser à quelque chose ne change pas sa validité, ce que Gustave conteste. Dans le présent, Gustave demande à Carole pourquoi elle a choisi 1930 parmi toutes les dates de leur ligne du temps comme le début. Lorsqu'elle a du mal à répondre, Gustave lui reproche de ne pas avoir les réponses, malgré sa position d'assistante, mais lui propose tout de même de l'aider à trouver ses réponses. Gustave souligne les événements, à bord de l'Advena Avis et la tragédie dissimulée du Flying Pussyfoot, comme point de départ possible, bien qu'il ajoute que de nombreux autres cas, sur la ligne de temps pourraient tout aussi bien servir. Lorsqu'il répète sa question, Carole a cette fois une réponse toute prête, elle voulait rendre l'histoire plus facile à comprendre, elle a donc choisi le moment où l'histoire a été portée à leur attention pour la première fois. Gustave qualifie son idée de bonne et fait remarquer qu'il est plus important de se concentrer sur les personnages que sur la chronologie. Il présente ensuite plusieurs individus comme candidats au rôle de personnage principal, Isaac Dian avec son oreille fraîchement coupée, pendant que Myria Harvest crie d'horreur, Lad Russo qui tire sur l'enfant, Czesław Meyer à bord du Flying Pussyfoot, et Luc Gandor décrit par Gustave comme le brillant jeune capot de la famille Gandor, abattu sous une pluie de balles. Carole prend la photo d'un jeune homme et suggère qu'il pourrait être le personnage principal. La scène se coupe sur le jeune homme, Firo Proceneso dans une rue de Little Italy, au moment où il reconnaît un mendiant, qui lui demande de l'argent. Lorsque Carole déclare que Firo est sans aucun doute un personnage principal, Gustave hausse un sourcil. Le mendiant tente de le voler et l'attaque avec un couteau, ce qui lui fait perdre son annulaire et son petit doigt. Gustave rit et dit qu'il comprend ce que Carole entend par personnage principal. Plus tôt dans l'année, Bartolo Runorata a ordonné à Gustavo de rechercher Dallas Genoar. Ailleurs, une fille appelée Eve Genoar montre une photo différente d'elle et d'un Dallas plus jeune et se demande où Dallas est parti. Les Runorata se livrent à une guerre de territoire avec la famille mafieuse Gandor, qui se solde par une tentative de meurtre de Luc Gandor et de son ami Firo Proceneso de la famille, Martillo Camorra. Bien que le duo reçoive des centaines de blessures par balle, ils se rétablissent complètement en quelques secondes. Ailleurs, le FBI enquête sur les corps et le sang gisant sur les rails du Pussyfoot, les agents Edward Noah et Bill Sullivan sont sur place. Bill dit à Edward que la liste des passagers à Chicago a confirmé la présence d'immortels à bord du train. Une scène de guérison des blessures d'Isaac et Czesław est montrée. Il trouve un Lad Russo gravement blessé, qui dit amoureusement à Lua Klein qu'il va la tuer. Plus loin sur la voie ferrée, des hommes repêchent des caisses dans une rivière, tandis que Sean Laforêt flotte sur une valise. Après l'arrivée du train à New York, Firo, Eni et Mesa accueillent Isaac Dian et Myria Harvan, tandis qu'une femme en treillis boit dans la gare et que Nice Holliston soutient un jacuzzi Splot blessé. Czesław Meyer descend également du train. Épisode 2, fin 1931, sur un quai très fréquenté de la gare Union de Chicago, où le luxueux express transcontinental Flying Pussyfoot s'apprête à quitter Chicago pour New York dans les plus brefs délais. Un conducteur du nom de Tony dirige les passants depuis le fourgon de queue du train, élégamment vêtu de l'uniforme blanc du conducteur du train. Un homme âgé s'émerveille devant le train, remarquant ses origines nebula et son design inhabituel, notamment le fait que la première classe se trouve à l'avant plutôt qu'à l'arrière. Sa femme ne partage pas sa bonne humeur, convaincue par son sixième sens qu'il ne devrait pas monter dans le train. Si son intuition est juste, beaucoup de gens mourront pendant le voyage, ceux qui survivront seront ceux qui auront de la chance et ceux qui ne seront pas humains. À la fin de l'année 1930, Isaac et Myria cherchent de l'or, dans un puits de mine californien,
ou comme le dit Isaac, ils volent la terre. 5 mois plus tard, Myria se demande pourquoi ils creusent pour trouver de l'or, alors que l'or est généralement trouvé par l'orpaillage en rivière. Isaac se fige et prétend que seuls les amateurs cherchent de l'or. Il lui assure qu'il a récemment repéré un mille-pattes, ce qui ne peut que signifier la bonne fortune. 4 mois plus tard, Myria informe Isaac qu'ils ont reçu une lettre d'Eni. Dans cette lettre, Eni écrit qu'elle et d'autres personnes ont pensé à Isaac et Myria tous les jours, depuis qu'ils ont quitté New York il y a presque un an et qu'il leur manque beaucoup. Elle invite Isaac et Myria à revenir, leur rendre visite car elle a entendu dire qu'ils n'ont pas eu beaucoup de succès dans leurs activités minières. Après avoir reçu une lettre d'Eni à New York, ils souhaitent retourner à Manhattan et réalisant qu'ils n'ont pas d'argent, décident de voler un train. Au lieu de cela, Isaac et Myria, déguisés en Babe Ruth et T-Cobb, attaquent 2 tueurs à gages de la mafia, à Chicago et volent un sac noir rempli d'argent, et emmènent le Pussyfoot à New York. Nice, Jacuzzi et leur bande, ainsi que Czesław, Ladd et Lua, la femme du sénateur Beriam, Nathalie et sa fille Marie et un orchestre comprenant, Sean Laforêt montent également dans le train, tandis que la femme en treillis se faufile. 2 chefs de train, une jeune rousse et un brun plus âgé, prennent la relève d'un chef de train, qui part à la retraite. Peu de temps après, le conducteur sortant est tué et son uniforme est volé par une rousse, Russo. Dans le wagon-restaurant, Nice, Jacuzzi, Czesław, Nathalie et Marie écoutent Isaac et Myria raconter l'histoire du traceur de rails, un monstre, qui mange les passagers du train. Jacuzzi est mort de peur, mais John Panel, le barman du train, et membre de la bande de Jacuzzi, révèle que le jeune conducteur sait comment éviter d'être mangé. Jacuzzi part à la recherche du jeune conducteur et tombe sur Ladd, qui le reconnaît. Pendant ce temps, le conducteur plus âgé tient le jeune conducteur en joue. Épisode 3, nous sommes en 1932. Eve Genoir surplombe un groupe d'hommes, en train de draguer le fond de l'Hudson, sa tenue élégante et guindée est plutôt déplacée, par rapport à son environnement. Son intendant Benjamin, lui tend le manteau et la prévient que rester trop longtemps, a l'air salin et malsain, mais elle se contente de le remercier et de dire qu'elle veut tout de même attendre. Avec un regard plein de tristesse, elle pense à son frère disparu, Dallas Genoir. En 1931, les employés du Daily Days sont en plein travail, lorsque 2 hommes louches rendent visite à l'entreprise. Nicholas Wayne se précipite à la réception, et les accueille, se présentant comme responsable de l'édition anglaise du journal. Ils sont de Runorata et Nicholas les reconnaît, il demande des informations sur Dallas, et Nicholas demande ce que Runorata veut de Dallas et ils ont une altercation. En 1930, 3 ruffians suivent Dallas dans une ruelle, s'arrêtant pour confronter un homme, qui s'identifie comme un membre de la famille Runorata. Dallas bat un membre de Runorata, mais Luck l'arrête. Luck attrape le poignet de Dallas et lui dit d'arrêter, avant de commettre un meurtre. Dallas demande qui est ce Luck, et en lieu et place d'une réponse, Luck demande au groupe de Dallas de partir. Il informe le Runorata qu'il se trouve sur le territoire de la famille Gandor, que les Gandor n'apprécient pas le nom Runorata, et ne lâchent le poignet de Dallas que lorsque le Runorata s'en va. Dallas ricane, que ce n'est pas leur affaire Gandor ou autre, et part avec ses amis. Berga et Luck les regardent partir et se demandent qui ils sont. À bord du Pussyfoot en 1931, Ladd dit à Lua qu'il va tuer tous les habitants du monde, puis la tuer lentement, en signe d'amour. Il part vérifier, le wagon-restaurant et tombe sur Jacuzzi. Il se souvient que ce dernier est recherché par les Russes, et demande à Lua de le suivre. En 1930, 2 martillots mettent accidentellement le feu à un entrepôt. Sous l'entrepôt, un vieil homme nommé Barnes a créé un élixir d'immortalité, mais ne peut s'échapper qu'avec 2 bouteilles. En 1931, Eve se rend au Daily Days, qui est aussi un courtier en information, pour obtenir des renseignements sur Dallas. En 1930, Firo voit l'incendie de l'entrepôt, et par enquêter. Il tombe sur Eni et la poursuit, pour essayer de lui rendre un bouton qu'elle a laissé tomber. Au lieu de cela, il trouve Dallas en train d'attaquer Barnes, et le met hors d'état de nuire. En 1931, à bord du Pussyfoot, Nice demande à Nick, un membre de son gang, de s'occuper du wagon-restaurant, ce qui, pour lui, signifie prendre les passagers en otage. En 1932, les Daily Days ne parviennent pas à aider Eve. En 1930,
Dallas attrape à nouveau Barnes, le tue et lui prend les bouteilles d'élixir, les prenant pour de l'alcool. À bord du Pussyfoot, les Russes, les membres de l'orchestre qui sont les lémures déguisés, et Nick tentent de prendre en otage le wagon-restaurant. Nick, seulement armé d'un couteau, voit que les Russes et les lémures sont mieux armés et s'enfuient. En 1930, Annie retrouve le corps de Barnes en convalescence. Sur le Pussyfoot, Jacuzzi découvre les corps mutilés des chefs de train. Épisode 4, en 1931, Ladd Russo entend des coups de feu, dans le couloir d'un des wagons de seconde classe, du Flying Pussyfoot. Nick passe devant lui en courant, criant à son patron, qu'il ne savait pas que la situation tournerait comme ça. Ladd sautille un peu, dans le couloir, puis se met à courir dans sa hâte de voir ce qui s'est passé dans le wagon-restaurant. 10 heures plus tôt, à Chicago, dont Placido Russo de la famille Russo, lance des objets à 2 de ses subordonnés furieux, qui lui remettent un rapport de conte de fées sur le vol des bénéfices des Russes, pour le mois. L'un d'eux insiste sur le fait que le rapport est vrai, 2 voleurs vêtus des uniformes de baie brute et T-Cobb ont volé l'argent. Placido refuse de le croire, mais les hommes disent avoir interrogé l'homme, qui transportait l'argent et croire qu'il disait la vérité. Il apprend également qu'un de ces hommes a été attaqué par Jacuzzi. Placido décide de s'en prendre, d'abord au duo de voleurs et ordonne à ses hommes de chauffer tous les couples de la ville. Son chagrin s'aggrave lorsque Ladd lui annonce qu'il prévoit de détourner le Pussyfoot, simplement pour le carnage qu'il va créer. Dans le wagon-restaurant, la femme en treillis s'échappe par une fenêtre et Ladd apprend que les lémures essaient également de détourner le train. Il est révélé que les lémures détournent le train, afin d'obtenir du sénateur Beriam la libération de leur chef emprisonné. En 1932, elle quitte le Daily Days, tandis que les 2 réceptionnistes, Nicholas Wayne et Elean Dugas, notent que les informations sur Dallas sont classifiées, car il pourrait être immortel. En 1930, Isaac et Myria rencontrent Firo et Mezzo, à l'extérieur du magasin de chapeaux. Après avoir acheté divers chapeaux et masques, ils rêvent d'un avenir prospère, mais sont renversés par une voiture qui roule lentement. Dans la voiture, Annie ignore le couple et conduit Sylar Cat dans une société secrète de vieillards. À bord du Pussyfoot, les lémures font leur rapport à Goose, le lémur qui a organisé le détournement. Shan quitte la voiture et Goose avoue qu'il a l'intention de la tuer. En 1930, Sylar annonce à la société secrète que l'élixir a été perfectionné, avec lui, ils ne vieilliront pas, ce qui n'était pas le cas, avec l'élixir incomplet qu'ils ont consommé. Il dit à Annie d'aller chercher Barnes qui l'a. Annie atteint l'entrepôt, en feu et tombe sur Firo. En 1931, Nice et un membre de sa bande, Donnie, cherchent Jacuzzi dans le wagon du chef de train tandis que quelque chose les observe depuis l'extérieur du train. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.